Bien maintenant, ça va être le moment de notre grand invité. Je crois que c'est vraiment le moment. Mais d'abord, avant de parler du carnaval de Romans et de faire le petit questionnaire, nous allons retracer très brièvement la brillante carrière de Emmanuel Leroy-Ladurie. On va sans entrer dans le détail, Emmanuel Leroy-Ladurie, je crois que pour que nos téléspectateurs puissent savoir à peu près qui vous êtes, on peut signaler que vous êtes né dans le Calvados en 1929, que vous êtes agrégé d'histoire et docteur ès-lettres, que depuis 1973, vous enseignez au Collège de France où vous occupez la chaire de l'histoire de la civilisation moderne, et qu'enfin vous avez publié plusieurs ouvrages dont certains connaissent un grand succès de librairie. Je citerai notamment votre thèse qui a été publiée sous le titre Le paysan de Languedoc et qui déjà dénote peut-être chez vous, chez l'historien que vous êtes, un souci de se pencher sur la vie quotidienne des gens. Puis je citerai Une histoire du climat depuis l'an 1000, publié en 67, 2 volumes intitulés Le territoire de l'historien, publié en 73 et 77. Et puis ce véritable best-seller, c'est comme ça qu'on peut l'appeler, qui a été en 75 Montaillou, village occitan, et qui a connu, je crois, 15 rééditions, ce qui est considérable pour un livre d'histoire. Et enfin, votre dernier livre, celui dont il sera question aujourd'hui, Le carnaval de Romans. Enfin, vous me permettrez de signaler, Emmanuel Leroy-Ladurie, que vous appartenez que vous êtes l'un des chefs de file de ceux que l'on appelle les nouveaux historiens, et parmi lesquels on peut citer notamment Georges Duby, Pierre Chaunu, Pierre Nora et Jacques Le Goff. Bien, alors on va vous poser quelques questions, si vous le voulez bien. Oui. À quelle époque du passé vous fait le plus penser l'époque que nous vivons? Eh bien, par certains côtés, s'il s'agissait de l'Iran, ce serait le XVIe siècle. S'il s'agissait de la France, je crois que c'est nettement plus original. Avez-vous fait des recherches à propos de votre arbre généalogique? C'est-à-dire, mon père en a fait énormément et je crois qu'il tient à garder une sorte de monopole sur la question. Donc, pour le moment, il m'est difficile de m'approcher. Vous le transmettra. Je l'espère. Enfin, oui. Si vous preniez part à un carnaval, en quoi vous déguiseriez-vous? Eh bien, écoutez, j'y ai pris part assez récemment à Carcassonne où je donnais une conférence sur le carnaval et où l'on m'a plus ou moins barbouillé de confettis et de cirage. Néanmoins, le déguisement que je préférerais serait bien entendu le déguisement ecclésiastique. Vous avez dit à plusieurs reprises, nous autres historiens, nous ne sommes pas très intelligents. Le pensez-vous réellement ou est-ce une boutade? Non, je le pense réellement. Je crois que nous avons peu d'idées, en effet, de par notre profession de contemplateur des données du passé, et que nos idées les plus intelligentes, si nous en avons, ce que j'espère quand même, nous les prenons chez les sociologues, les ethnologues, qui sont souvent assez incapables de s'en servir. Et donc, oui, je crois que nous nous situons dans une sorte de perspective moyenne, et nous sommes certainement beaucoup moins intelligents que les philosophes, par exemple. Pour vous, qui étaient les sorcières? Eh bien, c'était fondamentalement des dames qui cherchaient, semble-t-il, une revanche, soit parce qu'elles étaient pauvres contre les riches, soit parce qu'elles étaient femmes contre les hommes, nous dit-on, soit parce qu'elles étaient vieilles contre les jeunes. Comment caractérisez-vous l'Occident aujourd'hui? D'un mot. Bien, on pourrait appeler ça le musée des arts et traditions libérales, si vous voulez. C'est-à-dire dans une planète qui dérive à grande allure vers l'autoritarisme plus ou moins modernisé. Vous avez le côté Brejnev, le côté Bokassa. Je crois que l'Occident, avec tous ses défauts, et la Suisse en particulier, incarne quand même une chance du pluralisme. Alors l'Occident a beaucoup d'inconvénients, a tout de même cette qualité de maintenir ce pluralisme, cette tolérance qui nous vient de Voltaire, qui est venue du fait qu'on n'arrivait pas à convertir les protestantismes au catholicisme et vice-versa, vous le savez bien ici. Et c'est la valeur que nous représentons, je crois. Avez-vous de la sympathie pour Jeanne d'Arc? Oui, mais elle est trop connue, si vous voulez. C'est-à-dire, je regrette de n'avoir pas été la personne qui aurait découvert Jeanne d'Arc. Je suis sûr qu'il y avait un travail très intéressant à faire. Croyez-vous au progrès?
pas. Ben, vous savez, Aragon, que par ailleurs je n'aime pas beaucoup, mais enfin, avait un jour écrit Le Progrès, P-R-O-G-R-A-I-S. Et il y a, il y a un peu de ça. J'y ai eu cru aussi, mais plus tellement maintenant, étant donné qu'on peut encore faire quelques progrès, mais le 21e siècle apparaît un peu bouché. Je préconiserais quant à moi un retour au 19e. Bien. Alors, pour amorcer le débat ou l'entretien autour de votre livre, Emmanuel Leroy-Ladurie, j'ai cité tout à l'heure que vous étiez l'un des chefs de file de ce qu'on appelle les nouveaux historiens. On utilise beaucoup cet adjectif de nouveau. Il y a les nouveaux philosophes, les nouvelles femmes et même la nouvelle cuisine, si l'on veut. Alors, qu'est-ce qu'il y a véritablement derrière cette étiquette en ce qui concerne les historiens? Est-ce que c'est véritablement une nouvelle façon d'envisager l'histoire? Non, c'est-à-dire, j'allais être très méchant, c'est la nouvelle imposture, puisque les soi-disant nouveaux historiens sont là depuis 1930. Ça ne fait jamais que 60 ans. Mais enfin, c'est Marc Bloch et Lucien Febvre, Braudel et Labrousse, puis effectivement ces gens que vous avez nommés. Alors, il n'y a pas de nouveaux historiens du point de vue de l'histoire savante, des historiens qui écrivent pour leurs collègues. En revanche, ce qui est exact, c'est qu'il y a des nouveaux historiens du point de vue du grand public, en ce sens que cette forme d'histoire, qui était une histoire entre collègues, une histoire universitaire, est en train de déboucher sur le grand public. Alors, on peut maintenant accepter ce terme, qui est inexact, mais qui est commode, de nouveaux historiens, dans la mesure où, maintenant, un public assez large s'intéresse à leur production. Bon, alors on va parler maintenant de votre livre, tout plus précisément, après Montaillou, qui a été donc un énorme succès de librairie et d'édition. Pourquoi avez-vous choisi ce carnaval de romans? Eh bien, parce que ça fait 20 ans que j'y pense. J'ai découvert, enfin, c'était connu avant moi, mais vraiment, ça n'avait jamais été exploité, cette histoire assez incroyable d'un carnaval pendant une révolte, enfin, de gens qui ont joué leur propre rôle en attendant de s'entretuer ou de se faire tuer dans le cadre même de ce rôle, dans une bagarre entre notables et artisans dans la petite ville de Romans, près de Valence. Et il y a une telle richesse théâtrale là-dedans que ça m'a toujours fasciné. Et à l'époque où j'ai découvert, je suis tombé là-dessus, je voyais le film américain West Side Story, que j'aime beaucoup, et qui me paraît être un peu le même genre d'histoire. Une bagarre dansante, carnavalesque, chantée dans les rues d'une grande ville. Et vrai dire, je ne suis pas le seul à penser cela, puisqu'à l'heure actuelle, à Romans, sans du reste ma permission, on vient de donner le premier tour de manivelle d'un film sur ce sujet. Bien, vous n'avez pas vraiment d'autres questions à poser? Oui, il y a justement, pour parler de cette théâtralisation qui rend votre livre extraordinairement vivant, on est frappé par les personnages. Ils sont hauts en couleur, ils ont beaucoup de force. Et il y en a deux en particulier. Il y a Pommier et le juge Guérin. Est-ce que vous pourriez nous les présenter très rapidement, ces deux personnages qui s'affrontent, enfin qui sont les deux protagonistes? Oui. Il faudrait d'abord peut-être citer l'époque, préciser l'époque. Ce carnaval a eu lieu en 1580. 1580, les guerres de religion entre protestants et catholiques. Alors, les protestants ont eu le dessus du pavé dans la période précédente. Les ayatollahs du catholicisme vont reprendre le dessus dans la phase suivante. Et entre deux, il y a une espèce de creux. Et c'est là que se déroule cette espèce de lutte de classe entre artisans et notables à Romans. Alors, il y a effectivement un chef des notables, une sorte de boss, qui rappelle certains personnages de séries noires, de petites villes du sud des États-Unis. Vous avez le shérif, le juge qui est le patron de la ville, extrêmement corrompu. C'est Antoine Guérin, juge de la ville, un juge pas très judicieux toujours, ni judiciaire, fils d'un colporte, fils d'un paysan, et qui donnera naissance, notons-le, à l'une des plus grandes familles nobles dauphinoises, la famille Guérin de Tencin, qui aura des alliances royales dès le XVIIIe siècle, et dont descend en ligne de la main gauche peut-être, mais enfin quand même d'Alembert, ce qui n'est quand même pas pareil. Alors, voilà donc ce personnage d'un côté. Et en face, beaucoup plus effacé, le chef des populaires, qui ne fait pas le poids, au fond, par rapport à Guérin, qui est Pommier, qui est une chef charismatique, assez intéressant, mais un peu mou. Il me fait un peu penser, enfin, évidemment en Suisse, vous connaissez moins, mais un monsieur qui s'appelle Segui, en France, je ne sais pas du tout si vous l'économez ici. Le grand leader de la CGT. Ah bon, alors je vois que vous avez des nouvelles. Et une sorte de personnage un peu mou, vous voyez, un peu
personnage du temps de paix, au fond, mais qui, dans les périodes de crise, et Pommier, qui était certainement un très brave type, comme Ségui, du reste, s'est fait avoir par cette vieille crapule de Guérin. Oui, mais enfin, en quoi ce carnaval est-il particulièrement extraordinaire? En quoi, par exemple, il peut nous intéresser, nous autres, hommes du XXe siècle? Ben, je crois que c'est Enfin, moi, ce qui m'a toujours fasciné, c'est de voir... C'est que ce sont quand même là des gens un petit peu différents de nous, c'est-à-dire des gens qui savent danser... Enfin, prenons par exemple le carnaval des artisans de Romans. Ce sont des gens qui ont des danses extrêmement archaïques, qui me rappellent ce qu'a étudié l'historien français Dumézil, des danses agraires, danse des fléaux, des balais, des râteaux pour préparer les semences d'hiver, des danses religieuses avec la robe des mortuaires, des danses guerrières, la fameuse danse des épées, danse dangereuse où l'on passe au fil d'une épée. Donc vous voyez les guerriers, les prêtres, les paysans, c'est la vieille trilogie indo-européenne. En face de ça, des notables qui se déguisent en eux-mêmes, en archevêques, en rois, en courtisans, en soldats, en bourgeois, des bourgeois qui se déguisent en bourgeois, ce qui est tout de même assez curieux, en turc aussi, et même en Suisse. Ça vous fait rire. Oui, parce que je crois qu'il y a là une image de la Suisse qui est tout de même assez intéressante, c'est-à-dire la Suisse à la fois révolutionnaire, la Suisse qui fait peur, la Suisse qui tue les nobles, chose qui est peut-être un peu oubliée maintenant ici, mais l'image de la Suisse dans les Alpes, en Savoie, en Dauphiné. À cette époque-là. À cette époque-là, c'est Guillaume Tell, encore que bon, il y aurait bien des choses à dire, mais enfin, l'image de Guillaume Tell et de ces séides massacrant les nobles. Et voulez-vous faire comme ont fait les Suisses, voulez-vous tuer 100 000 personnes de la noblesse? Voilà ce qu'on dit à Grenoble en 1580. Donc, si vous voulez, et on accuse les chefs de cette révolte paysanne paysanne et urbaine qui a lieu en Dauphiné à cette époque-là, d'aller se faire des stages en Suisse pour se former en tant que chef révolutionnaire. Comme on va faire des stages à Cuba. Oui, c'est ça. C'est l'œil de Moscou, tout à fait. Et puis alors, l'autre image de la Suisse, ce sont les mercenaires de roi de France, la redoutable infanterie helvétique, qui est, elle, une image d'ordre. Alors, nous sommes très loin, évidemment, du chocolat au lait et du gruyère, et sans parler des accusations maintenant contre ces malheureux Suisses qui risquent d'être victimes presque d'antisémitisme, comme qu'on accuse d'exploiter le monde entier. Bon, tout n'est pas faux. Racisme anti-suisse, vous voulez dire. Voilà, je crains, oui. Je crains ça. Non, mais c'est très passionnant dans ce livre, précisément, de se rendre compte à quel point la Suisse est présente dans ce Dauphiné comme quelque chose de terrible. Je crois, si vous voulez, que la Suisse, qu'est-ce que c'est? Ce sont des villes libres et des républiques paysannes. Bon, ça a eu lieu en Suisse, mais ça aurait pu avoir lieu dans ces pays qui sont la Suisse du pauvre et qui s'appellent Savoie ou Dauphiné. Et s'il n'y avait pas eu l'armée royale, l'armée française qui venait rétablir l'ordre, sinon vous aviez des républiques paysannes. On oublie trop, par exemple, que la région de Briançon, vous aviez des républiques paysannes qui s'appelaient les Escartons, qui se gouvernaient par elles-mêmes depuis les Gaulois. C'était d'anciennes tribus gauloises qui étaient devenues des républiques paysannes. Et en 89, quand on les a supprimées, ils sont venus à Paris. Ils ont dit, mais ne nous supprimez pas, nous sommes là depuis 2000 ans. Alors, on dit, mais qui êtes-vous? Personne ne vous connaît à Paris. Et pour en revenir, excusez-moi, à la théâtralité de ce carnaval de Romans et à vos personnages que vous faites littéralement vivre, dans la mesure où ce ne sont pas des personnages célèbres, ce ne sont pas des grands de l'histoire, ce sont des personnages que vous êtes allés dégoter dans des archives départementales, municipales et autres. On vous a reproché un peu, je crois, dans certains articles, votre passion pour ces personnages, vos préjugés vis-à-vis de l'un ou de l'autre. Est-ce que l'historien que vous êtes a tous les éléments suffisants pour se faire une idée complète de ces personnages, dans leur complexité psychologique et autres? Les personnages, pas tellement, parce que j'ai fait un autre livre sur Montaillot où effectivement on connaît bien les personnages. Là, Guérin, on le connaît assez bien parce qu'il a écrit, c'est un truand, mais de très haute qualité, c'est très admirable. L'autre, Pommier, on le connaît assez peu. Mais ce qu'on voit vivre quand même, ce sont les masses populaires, ce sont les classes sociales. Il faut bien vous rendre compte que toutes ces petites villes du midi de la France, de Suisse, etc., ou ces grandes villes, il y a des archives absolument extraordinaires qui permettent de savoir le nom de toutes les personnes qui ont vécu, je suis sûr que c'est pareil à Genève, qui ont vécu à n'importe quelle année depuis le XVe siècle jusqu'à maintenant. C'est-à-dire qu'il y a trop d'archives. À Romans, il y a 2 pièces entières pleines d'archives, je suis loin d'avoir tout lu. Et
je crois qu'on peut connaître Monsieur Tout-le-Monde, on peut connaître dans ses réactions de masse l'homme moyen du XVIe siècle. Roland Jacquard. Oui, non, mais c'est justement une des questions que j'aimerais vous poser. C'est qu'est-ce que vous verriez comme différence entre l'homme moyen du XVIe siècle et l'homme quelconque, l'homme sans qualité, pour reprendre le titre du livre de Musil, d'aujourd'hui? Bien, ça, Sur le plan des nerfs, de la sensibilité. écoutez, fantasmes. tout dépend à quel niveau on se place. Dans ce livre sur Montaillou, finalement, j'ai trouvé des hommes extrêmement modernes qui avaient des amours, qui avaient des doutes religieux, qui avaient des comportements, une liberté de pensée assez proche des nôtres. À un roman, c'est un peu différent parce que là, on est au niveau de la fête catholique. Et au niveau de la fête catholique, évidemment, et le protestantisme est passé là-dessus, la franc-maçonnerie, le cartésianisme, enfin, tout ça est un peu disparu. Mais il y avait une vie de la fête qui y a peut-être encore aujourd'hui à Bâle, je crois, et qui était fort importante. C'est-à-dire qu'on avait su garder cette grande chose des premiers temps du christianisme où, avant que les païens soient baptisés à Pâques, avant qu'ils fassent pénitence avant Pâques pendant le carême, ils enterraient leur vie de païen pendant le carnaval. Et je crois que c'était quelque chose qu'on a un peu perdu, sauf peut-être à Cologne ou à Bâle ou à Rio de Janeiro ou dans des régions comme ça. Il faudrait peut-être le retrouver, mais ça c'est le drame de la France. Si Descartes avait dit « je fais la fête, donc je suis », mais il a dit « je pense, donc je suis ». Donc Vous regrettez de ne pas avoir vécu à cette époque? Non, parce que malheureusement, je crois que je suis personnellement un produit du « je pense, donc je suis ». Donc je suis un peu fichu, mais enfin je suppose qu'il y a des gens qui en feraient mieux à leur profit que moi. Oui, tout à l'heure, vous avez parlé de lutte de classe. Mais justement, ce qui est assez fascinant dans votre livre, c'est que sous votre loupe, on s'aperçoit que les choses ne sont pas aussi scindées qu'on pourrait le croire. Qu'il y a une mouvance extraordinaire à l'intérieur des groupes et des classes, justement. Qu'il y a les pauvres des pauvres, qu'il y a les riches C'est pas une des vision pauvres, marxienne ou marxiste. Ben, écoutez, moi, le marxisme, moi, j'ai connu ça dans le temps, puis maintenant, je commence à oublier en vieillissant. Mais j'en garde quand même une chose qui n'est pas de Marx du reste, qui est le concept de lutte des classes, qui lui a piqué ou pêché dans Guizot, en reconnaissant du reste ses sources. Alors, ce qu'il y avait à l'époque, vous aviez ce qu'on appelait des ordres, des estats, c'est-à-dire où les gens appartenaient soit à la noblesse, qui n'est guère importante dans cette ville de Romans, soit au clergé, soit à une certaine bourgeoisie de rentiers, soit à une bourgeoisie de marchands, soit aux artisans, soit aux paysans. Et puis, par ailleurs, vous aviez à l'intérieur de chacun de ces ordres de la société des ordres, Stände en allemand, vous aviez des pauvres et des riches. L'ensemble faisait une société de classe. Et je crois qu'effectivement, dans ces villes anciennes, il y avait des luttes assez nettes entre couches inférieures et couches supérieures. Il y avait aussi des luttes entre factions dirigées par des puissants. Alors nous avons deux sociologues qui sont occupés de ça. Nous avons Karl Marx, dont on a parlé à propos d'autre chose, et puis un autre sociologue, Ibn Khaldun, qui est un maghrébin du XVe siècle, mais qui a vu pas mal de choses. Est-ce qu'il n'y avait pas en même temps une solidarité de voisinage qu'il n'y a absolument plus aujourd'hui? Eh bien, c'est-à-dire que les classes s'incarnaient dans des confréries et dans des quartiers. Alors les drapiers, les paysans, qui y a beaucoup de paysans en ville, avaient leur propre confrérie, confrérie du Saint-Esprit, confrérie Saint-Blaise. En outre, il y avait une communauté de quartier sur la base des paroisses, sur la base des fêtes. Vous savez, il y a un texte de Tite-Live où le Sénat romain supprime les bacchanales, parce qu'il dit les bacchanales, une sorte de carnaval romain, les bacchanales ont tendance à transformer une multitude informe en un véritable peuple. Je crois que c'est ça. La fête fabrique un peuple, la procession. Et les gens se connaissaient avec beaucoup d'indiscrétion mutuelle. Bon, alors, ça a disparu un peu aujourd'hui. Nous y gagnons davantage de liberté et d'indépendance. Nous y perdons un sens de la communauté. On remarque dans tout ce contexte du carnaval, je pense que cette population est au fond fort travaillée par la violence. En rapport à la violence, le carnaval débouche sur une violence assez terrible. Et alors je me demandais comment, disons, quotidiennement ou concrètement, les hommes et les femmes de cette époque vivaient-ils de la violence et quelle différence il y a par rapport à la violence d'aujourd'hui? En ce qui concerne le carnaval, la violence, en principe, était surtout symbolique. C'est-à-dire la danse des épées, les défilés militaires de comédie étaient destinés à impressionner les gens, mais sans qu'il y ait de sang versé. Et normalement, un carnaval se termine peut-être par quelques œils ou yeux au beurre noir,
mais sans versement de sang. Alors, ce qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu une embuscade, à la suite de quoi des gens ont été tués, et un vaste massacre. Vous parlez maintenant de la violence d'autrefois par rapport à celle d'aujourd'hui. Je crois que la grande différence, c'est que la violence d'autrefois était entre gens qui se connaissaient, et la violence d'aujourd'hui entre gens qui ne se connaissent pas. C'est-à-dire, autrefois, on se battait entre voisins, à l'intérieur d'une même famille, entre gens qui se connaissaient dans le blanc des yeux. Aujourd'hui, la violence physique est surtout le fait d'automobilistes, de gens qui s'ignorent les uns les autres. Et donc, C'est plus anonyme aujourd'hui. C'est plus anonyme, mais c'est peut-être même encore plus bête. Alors, une des motivations de ces rivalités entre groupes sociaux, pour ne pas les appeler classes, semble être le poids des charges fiscales. Toute une partie de votre livre est consacrée à l'étude du coût des impôts pour chaque individu ou chaque catégorie sociale. Est-ce que véritablement, à cette époque-là, c'était la grande préoccupation? Je crois que la noblesse ne payait pas l'impôt. Alors qu'en Savoie, déjà, la Savoie est un État très moderne. Ce n'est pas un État démocratique comme la Suisse, mais c'est un État fort modernisé. En Savoie, les nobles vont très vite payer l'impôt. Et en Suisse, il ne devait pas y avoir beaucoup de nobles, ou enfin, ils n'étaient pas reconnus comme tels. On leur avait coupé la tête. Oui, moralement au moins. Et alors, là, au contraire, les nobles ne paient pas l'impôt, et comme plus au sud, en Provence, les nobles paient l'impôt, ça rend les gens furieux. Et l'une des grandes causes de la Révolution de 1789, c'est ça, c'est la lutte contre l'exemption fiscale de la noblesse. Du reste, dans le Dauphiné, il y a des traditions antifiscales, symbolisées par le contrebandier Mandrin et par le cafetier Nicou, dont vous en avez peut-être parlé aussi aujourd'hui. Oui. Alors, si vous voulez, ce qui crée la lutte de classe, c'est l'État, dans la mesure où l'État, en mettant des impôts, en traitant égalitairement tout le monde, souligne la situation scandaleuse de la noblesse qui est hors du droit public et crée une lutte des roturiers contre les nobles, lutte qui finira par exploser en 1789 quand un Genevois ou un Genevois génial nommé Jean-Jacques Rousseau aura formalisé tout ça. Le carnaval de Romans, c'est un peu une répétition de 1789. Répétition de type médiéval. C'est ça. Roland Jacquard? Oui, il y a eu une question évidemment que je brûle de vous poser à propos de ce livre, comme à propos de Montaigu, c'est quelle est finalement la part, selon vous, la part d'érudition et la part de création dans des livres comme ceci? L'érudition, je l'espère, est partout. La création, elle est nulle. C'est-à-dire que moi, je me borne à... Je suis au service du texte. Bon, bien entendu, il est possible que j'y mette mes propres obsessions, mes propres imaginations, mais enfin, je n'en ai pas eu trop conscience. C'est-à-dire qu'il y a une certaine fidélité je l'espère, du moins, une fidélité au texte. Remarquez que je suis très tenté par le roman historique, par l'opéra, le film, le ballet, la pièce de théâtre historique, mais ce n'est pas mon métier, je suis un historien, mais en un autre sens, je souhaite alors qu'un véritable créateur, ce que je ne suis pas du tout, s'empare de ces données et en fasse alors une œuvre d'art. On ferait un beau film avec le carnaval de Romans. Oui, on a déjà fait du reste on est en train de faire un film qui va être mauvais, j'ai l'impression. Et on a même fait une pièce de théâtre à Aigues-Mortes, sous un titre très bizarre, il y a 2 ans, qui s'appelait Les Paladins du Diable. Et on avait transformé, Dieu sait pourquoi, le juge Guérin en homosexuel. Enfin, voyez, ça, c'est la modernité. Une dernière question, parce que nous arrivons au bout de notre entretien. Comment expliquez-vous la passion qu'ont nos contemporains pour l'histoire? On se rue sur l'histoire aujourd'hui, et pourquoi? Eh bien, d'abord parce que je crois que l'avenir a cessé d'être tellement passionnant. Si vous voulez, autrefois, vous aviez des gens comme Jules Verne, Victor Hugo, je ne sais qui encore, qui vous racontaient que tout allait être merveilleux. Bon, plus personne n'y croit, bien sûr. Et donc, il y a un certain... Bon, il peut y avoir de bonnes choses à l'avenir, mais enfin, c'est pas brillant. Et donc, le passé, finalement, apparaît comme porteur d'un tas d'idées, de modèles intéressants. En outre, les Français, et malgré tout, ici vous participez à cette tradition, ont une certaine tradition historique. L'histoire y est comme le vin, comme la cuisine ou les fromages, si vous voulez, c'est une tradition locale et nationale. Et donc, enfin, le roman est peut-être épuisé. J'ai l'impression qu'on a écrit tous les bons romans, quoi. C'est ça le... Donc on va chercher les romans dans les archives. Et vous allez continuer dans ce sens, je pense. On va voir, oui. Bon, eh bien, nous vous retrouverons à ce moment-là et nous vous remercions beaucoup, Emmanuel
Le roi Ladurie. Je crois qu'il y avait d'autres questions à poser, mais nous sommes malheureusement obligés Oui. de mettre un terme à cet entretien. Oui. Bonsoir madame, bonsoir messieurs, à bientôt.